Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article intitulé Comment être en désaccord avec quelqu'un de plus puissant que vous. L'auteur de l'article, c'est Amy Gallo. Alors, l'article commence en posant quelques questions, pour présenter un peu le contexte dans lequel nous avons besoin de cet article. Votre patron propose une nouvelle initiative qui, selon vous, ne fonctionnera pas. Votre collègue senior décrit un calendrier de projet que vous jugez irréaliste. Que dites-vous lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous? Comment décidez-vous si cela vaut la peine de s'exprimer? Et si vous le faites, que devez-vous dire exactement? Nous avons ici les avis de quelques experts que nous allons partager. Alors, le premier expert s'appelle Joseph Greny. Il est co-auteur du livre Crucial Conversation, qu'on peut comprendre comme conversation cruciale, et le cofondateur de Vital Smart, une société de formation en entreprise. Alors, Monsieur Joseph Greny dit, notre corps est spécialisé dans la survie. Nous avons donc une tendance naturelle à éviter les situations qui pourraient nous nuire. Le deuxième expert que nous avons, avec le nom de cet article, c'est Holly Weeks, auteur de Failure to Communicate, qu'on peut traduire par échec de communication. Et elle dit, le cœur de l'anxiété est qu'il y aura des implications négatives. Alors, cette introduction au sujet, qu'est-ce que ça soulève chez toi comme commentaire que tu veux partager avec nous? Belle entrée en matière. C'est sûr que aborder des sujets délicats comme la contradiction de nos supérieurs hiérarchiques, ce n'est pas forcément évident. Oui. Et la façon de s'y prendre n'est pas intuitive pour tout le monde parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même mode de fonctionnement et tout ça. Donc, c'est un sujet qui se débat. D'accord. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, je pense, ici. Mais l'accent a été mis dans cette première partie d'introduction sur le sentiment qui nous freine à exprimer nos désaccords. Donc, l'anxiété et aussi le fait que c'est naturel d'avoir ce sentiment d'anxiété quand on est dans une situation difficile. Donc, ne pensez pas que si vous avez un désaccord, que vous avez du mal à vous exprimer, que vous êtes, il vous manque quelque chose, vous êtes moins que les autres. C'est un sentiment naturel qu'il faut apprendre juste à surmonter avec quelques outils, quelques petites astuces qu'on va vous donner aujourd'hui dans nos discussions, dans cet épisode. Heureusement qu'on est là, hein, parce que, écoute. Bien, justement, on veut aider les dynamiques d'équipe saines, donc voilà. On embraye tout de suite. Alors, la première idée qui est évoquée ici, c'est soyez réaliste quant au risque. Alors, Joseph Greny suggère que il faut d'abord considérer les risques à ne pas s'exprimer, puis peser de manière réaliste ces risques par rapport aux conséquences potentielles d'une action. Oui. J'aimerais réagir tout de suite à ça parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas totalement en accord avec quelque chose que notre supérieur hiérarchique a dit, ou une idée qu'il émet, on peut dramatiser la chose et se dire, si je réagis, si je fais savoir quelle est mon opinion sur le sujet, les conséquences seront dramatiques, seront horribles. Il va me prendre pour quelqu'un de voilà quoi. Il aura une dent contre moi, il va me prendre en froid, il va me saboter plus tard, etc. Oui, on a peur. Il ne faut pas partir dans ce délire-là. C'est un délire, excusez-moi. Voilà. L'approche qui est préconisée ici, c'est d'abord de penser au risque qu'il y a à ne pas s'exprimer. C'est-à-dire, si je pense que cette décision qu'on veut prendre peut être nuisible à l'entreprise, donc si je ne lui dis rien, qu'on la prend vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être après ça, maintenant penser peut-être au risque qu'il peut y avoir et des risques réalistes. Est-ce que parce que j'ai appelé, je suis allée voir
Moi, N plus 1 pour lui dire que cette question qu'elle a convenue tout à l'heure, là, il y a tel risque. Est-ce que ça veut dire que bon, demain, il va me renvoyer? Non, parce qu'il a besoin de raisons valables pour me renvoyer. Il a besoin de raisons valables pour me saboter. Et j'ai tout autant de recours dans cette situation. C'est une situation difficile, mais j'ai des recours, il n'y a rien de fatal. Donc, faire cette comparaison-là de manière réaliste et calme, et toujours en partant de ce que ça va apporter si je ne dis rien. Oui, oui. Quelles sont les conséquences, quelles sont les implications si je n'agis pas en fait? Oui. Alors que je suis conscient du fait que la voie qu'on est en train de prendre là est peut-être dangereuse à moyen, long, court terme, peu importe. Si je suis conscient de ça, que je ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va se cracher? Est-ce qu'on va dans un ravin? Ou est-ce qu'on va réussir à sauver la situation si je réagis? À partir de là, vous avez quand même un minimum de courage pour aborder le sujet et pour vous dire comment je l'aborde de la bonne façon. D'accord. Donc, c'est le pas numéro 1. Alors, la deuxième idée, en fait, c'est décider d'attendre ou non. Parce que ça peut être une bonne idée de retarder la conversation si vous êtes dans une réunion ou un espace public. On peut aussi avoir besoin de temps pour rassembler ses idées. Oui, totalement. Parce que oui, si sur le moment on nous a énoncé une idée et qu'on n'est pas forcément enthousiaste, il y a forcément une raison pour laquelle on n'est pas enthousiaste, mais étant donné qu'on est humain, il y a des choses qui nous échappent. On peut ne pas trouver une idée folle, intéressante, pour des raisons qui nous échappent sur le moment précis, sur le moment T. Donc, on a besoin peut-être de mûrir la réflexion, de rassembler des preuves que l'idée n'est pas forcément bonne, d'évaluer des circonstances ou des éléments pour savoir si l'idée est pertinente ou s'il y a moyen qu'elle soit intéressante à long terme. Et le second pan dont tu parlais tout à l'heure, il ne faut pas forcément, enfin, on n'est pas toujours dans le bon cadre pour exprimer la contradiction. Moi, je veux aussi revenir sur la partie où on n'a peut-être pas les bons mots. Peut-être qu'on a une bonne compréhension de pourquoi on pense que c'est des fautes, mais on n'a pas les bons mots pour formuler ça. Oui, sur le moment, effectivement. Donc, il faut peut-être prendre le recul pour penser aux bons mots, au bon ton à utiliser pour formuler. Parce qu'on peut très bien comprendre pourquoi on n'est pas les... Ça peut nous sauter aux yeux, mais la manière de communiquer aussi, c'est quelque chose sur laquelle il faut peut-être prendre un peu de recul et réfléchir à la manière d'apporter notre idée, notre opinion de la bonne manière. Et quelle est la bonne manière d'apporter notre opinion? On a les points suivants qui vont nous permettre justement de façonner notre message pour qu'il soit plus réceptif, plus facile à recevoir. Alors, l'idée suivante, troisième idée, qui est d'identifier un objectif commun. Avant de partager vos idées, réfléchissez à ce qui importe à la personne puissante, la personne en position de pouvoir à laquelle vous voulez parler. Et vous devez également dire ouvertement le lien avec votre idée et ce qui est important pour la personne. Pas donner des arguments implicites. Il faut vraiment être explicite. Je pense que telle idée ne va pas fonctionner à cause de ceci. Et puisque telle chose est importante, ça aura un impact direct sur telle chose. Il ne faut pas dire j'ai dit ça va fonctionner à cause de ceci. Clairement, il va savoir que ça a un impact sur la chose qui est importante pour lui. Non, il faut le dire clairement, tirer le lien, vraiment dessiner cette carte-là d'une idée à une autre, d'un point à un autre pour faire ce lien. Et j'aime beaucoup comment tu le dis parce que c'est quelque chose sur lequel on ne met pas vraiment l'accent. Il y a beaucoup de gens qui, même pas seulement dans la sphère professionnelle, dans leur vie et tout, ne sont pas capables de faire baliser les choses de façon claire. Oui. Et on te parlait un petit peu en parabole, faire des arts. Oh, ça c'est bien, oui. Et ça, c'est bon, ils font des paraboles, mais vous n'êtes pas Jésus, ça va quoi. Calmez-vous. Ok, c'est gratuit ça, mais c'est vrai en fait. C'est vrai. Lui, il est venu, il a fait ses paraboles, on l'a compris, mais voilà. Ça, on a mis du temps à le comprendre et jusqu'à ce jour, les gens interprètent encore. Voilà, alors tu vois. Inutile de parler. Si tu veux donner ton message, voilà, laisse. Oui. Il faut délivrer un message clair et limpide. Il ne faut pas laisser la moindre place à
l'interprétation ou les suppositions, les suggestions. Non, il faut dire les choses clairement. Je ne suis pas d'accord parce que si, parce que ça. Il faut être absolument factuel. Oui, il ne faut pas laisser de porte dérober dans son argumentation. Exactement. Très, très important. Quand la présentation va de là à là et toutes les portes sont verrouillées, il n'y a pas de petit moyen de passer pour revendre ton idée avec une idée qui n'est pas celle que tu voulais exprimer. Oui, d'une manière qui n'est pas ce que tu voulais, le message que tu voulais exprimer. Et j'aimerais également revenir sur le premier point de ce conseil-là, à savoir identifier un objectif commun. Identifier un objectif commun, c'est... je suis désolé de faire revenir ça chaque fois, mais je veux vous parler encore d'empathie. C'est clairement de là qu'il faut partir. Il faut essayer de se mettre à la place de son N+1 et de se dire, OK, dans l'entreprise, ou en tout cas, bon, oui, dans l'entreprise, l'idée que la personne émet, l'idée que mon N+1 émet, vise quel objectif? Est-ce que c'est un but, bon, ça peut être n'importe quoi, en tout cas pour l'entreprise. Et donc, quand vous partez de ce principe-là, quand vous partez de cette compréhension-là, vous évaluez à quel point c'est important pour vous également que l'objectif en question soit atteint. Et comme ça, vous êtes capable de faire, de construire l'argumentaire que vous allez présenter à votre patron, votre N+1, votre supérieur hiérarchique pour lui dire telle idée que vous proposez ou que vous suggérez n'est pas la meilleure selon moi parce que si, parce que ça, on vise tel objectif et ça ne nous permet pas de l'atteindre de façon efficiente. Je pense que ça coule un peu de source, mais c'est quand même important de faire d'exercices là, de se mettre à la place de son N+1 et de se dire, OK, peut-être s'il a suggéré tel, c'est parce qu'il veut tel résultat. Et donc, quand vous partez de ce postulat-là, vous avez une façon plus pertinente, plus intéressante d'aborder le sujet et de faire savoir quel est votre point de vue. Voilà. Alors, on va passer à la quatrième idée. Demander la permission de ne pas être d'accord. Cette étape peut sembler trop protocolaire, mais selon Joseph Creny, c'est une manière intelligente de donner à la personne puissante, la personne supérieure, une sécurité psychologique et un contrôle. Là-dessus, bon, on va se dire la vérité. Moi, je n'étais pas totalement d'accord en lisant l'énoncé de ce conseil, à savoir demander la permission de ne pas être d'accord. D'accord. Explique-moi. Oui, je vais élaborer. En fait, ça me paraît un petit peu trop une attitude de, excusez-moi le terme, de faillot. Lèche-pot. Un petit peu. On en est presque là. Mais quand on lit le développement, à savoir créer un cadre sécurisé pour la personne, pour le N+1, une sécurité psychologique, lui permettre d'avoir un certain contrôle sur la situation, ça change un peu la donne, ça change un petit peu la perception, la compréhension du conseil parce que ce n'est pas juste lui dire « Oh Majesté, j'aimerais vous apporter mon point de vue », ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas, on ne se dévalorise pas pour donner, voilà, pour élever son N+1 et lui faire entendre son avis. Une autre idée qui a quand même été mentionnée dans l'article, c'est que ça donne à la personne le choix. Donc, en faisant ça, on donne la permission. La personne peut dire oui, la personne peut dire non. Donc, la personne choisit alors d'écouter notre opinion. Et quand la personne dit oui, ça nous donne, nous aussi, beaucoup plus d'assurance à émettre notre opinion parce qu'on s'est dit, elle veut entendre ce que j'ai à dire. Donc, mon opinion, elle a bienvenue. Je ne suis pas en train de lui tomber dessus comme ça au milieu de nulle part. Et donc, on a moins de crainte par rapport à la réponse. Parce que déjà, ça montre que la personne supérieure est ouverte à notre feedback. C'est ça. Tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prendre pour nous, ou pourquoi on ne devrait pas prendre personnellement le fait que la personne nous dise non? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour laquelle la personne dit non, qui n'est pas forcément que la personne n'est pas ouverte aux critiques. Ça peut être des raisons contextuelles. Si par exemple c'est une présentation un peu plus publique, un peu plus grande ouverte, où il y a plusieurs autres départements qui ne sont pas impliqués avec nous, où il y a des investisseurs potentiels, où il y a un décisionnaire à qui on tient une certaine impression. Si à ce moment-là, moi, je viens avec mes contre-arguments qui affaiblissent en fait notre argument de fond, ça peut mettre toute l'entreprise à mal. Alors, donc si à ce moment-là, je demande la permission et qui ne met l'entreprise à mal n'est clairement pas mon objectif.
Donc, si moi je viens, je demande la permission de dire quelque chose qui va dans le sens contraire de ce qu'il a dit, et que lui, il sait qu'il y a des enjeux sensibles là maintenant tout de suite, et que ce n'est peut-être pas le bon moment d'avoir des idées qui vont faire naître des doutes dans la tête des personnes décisionnaires, il va dire non. Et peut-être plus tard, il va de nouveau ouvrir la porte. Ce qui fait écho, en fait, à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bien choisir son cadre. Oui. Si on n'est pas capable de... Parce que même, en fait, on peut prendre toutes les précautions du monde, mais on ne sait pas toujours avec qui on se retrouve en réunion, avec qui on se retrouve dans un cadre où on n'est pas qu'avec sa petite équipe, la petite équipe avec laquelle on travaille d'habitude. Mais on peut avoir plein de personnes qui sont là incognito, on ne sait pas qui elles sont. Mais en fait, dire quelque chose de sensible à leur côté peut totalement vous faire perdre un contrat, en fait. Oui. Donc, quand votre N+1 vous dit non, quand vous avez demandé si vous pouviez le contredire, il ne faut pas forcément le prendre pour vous, il faut juste... Et je veux donner comme un exemple de la manière de demander la permission. Parce que ce n'est pas dire, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux donner mon avis? Non. C'est quand même dire... Monsieur, j'ai entendu telle partie de ce, et j'ai quelques réserves. Est-ce que je peux en parler maintenant? Ça le fait. Il doit avoir la nuance que l'opinion que j'ai a quelque chose de négatif, d'opposant. Et comme ça, il sait que, ok, c'est ça, un impact opposant, et que moi, j'ai d'autres enjeux ici, et que je veux mitiger tout ce qui est résistance, opposition, je préfère garder ça pour plus tard. Mais juste dire, est-ce que je peux donner mon opinion, ne lui permet pas d'avoir une idée de ce qui va être exprimé. C'est demander la permission de ne pas être d'accord, pas demander la permission de parler. Demander la permission d'exprimer et d'exposer un raisonnement contradictoire. Pas demander la permission d'avoir son opinion, pas demander la permission d'exprimer son opinion, mais demander la permission de donner des arguments contradictoires. Pour faire la nuance, oui. Alors, le point suivant qui est rester calme. Et notre autre expert, Holly Weeks, dit ici, lorsque votre langage corporel communique de la réticence ou de l'anxiété, il affaiblit le message. Il envoie un message contradictoire et votre interlocuteur choisit ce qu'il veut lire. Si on est paniqué, si on n'est pas à l'aise, on est d'accord. Quand on va exprimer un point de vue contraire à ce que notre N+1 a dit, c'est pas une situation facile. On l'a déjà dit. On a commencé par ça à l'entame de cet épisode. On l'a dit. C'est pas aisé. Et c'est normal que ce soit une situation, disons, relativement anxiogène. On n'est pas à l'aise. Mais il faut quand même trouver le moyen de se calmer, le moyen d'être le plus à l'aise possible pour exprimer son point de vue, pour que la personne en face de nous ne se sente pas attaquée, ne se sente pas dans une position où on vient le combattre, en fait. Qu'ils comprennent bien que le point de vue qu'on vient exprimer, c'est dans notre intérêt commun. Et que voilà, l'objectif qu'on a, c'est le même. Il y a aussi le fait qu'on peut stresser, et le fait de stresser nous fait que notre message ne passe pas aussi clairement. Oui. Et aussi, on est alors beaucoup plus susceptible à nous emporter et à pas garder la tête froide en exprimant notre idée. Donc, une astuce ici, c'est d'essayer de respirer profondément ou d'essayer de parler avec un ton neutre et égal. Pas de parler tout doucement, non. Il faut quand même avoir une voix qui donne une certaine assertion, où on est sûr de nous, sans élever la voix, en gardant un ton assez calme, monotone, égal, pour faire passer le message. La suite va nous donner encore plus d'astuces par rapport à la manière dont on doit parler à ce moment-là. Si tu as encore quelque chose à ajouter sur le fait de rester calme? Non, j'allais en fait répéter un petit peu ce que tu as dit. Il faut être assertif, en fait. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Il faut être sûr de soi. En soi, même, la préparation avant d'aller voir son N+1 est importante. Surtout là, parce que là, vous avez pris le temps de rassembler les arguments, ce qui vous permet de justifier pourquoi votre point de vue est différent de celui de votre N+1. Donc, a priori, vous devriez être sûr de ce que vous allez présenter comme argument. Vous devriez être sûr de ce que vous allez exprimer. Donc, ayez un minimum d'assertivité. C'est ça, c'est le moment.
En tout cas, soyez assertif, ça c'est sûr. Ce mot, il est sûr. Soyez assertif et ne doutez pas de vous. Oui. Gardez un ton calme et voilà. On peut passer au point suivant. Alors là, l'idée suivante qui est de valider le point de départ. Donc, une fois qu'on a reçu la permission de parler, il faut toujours commencer par réexpliquer l'idée avec laquelle on n'est pas d'accord avec ses propres mots. Donc, le fait d'exprimer clairement, de réexprimer clairement cette idée, peut-être même mieux que l'interlocuteur, pose des bases solides pour la discussion. Pour moi, ça fait bien la suite avec le point précédent. C'est qu'on a préparé son argumentaire. On est sûr que la personne a dit telle chose et que ça exprime telle idée. Donc, on lui rappelle ça parce que ça pose une base pour la suite de la discussion. Là, on sait qu'on part sur les mêmes bases et qu'on s'est bien compris sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà. Ça facilite la discussion. Voilà, l'interlocuteur sait qu'on a bien compris ce qu'il essaie de dire. Oui. C'est pas qu'on a entendu un mot, on s'est braqué, on s'est pas une opinion. On a bien entendu toute son idée, on a bien noté toute son idée dans notre tête et on n'est pas d'accord parce qu'on l'a bien compris. C'est pour cela qu'on peut la répéter avec une propre mot. Oui. Une autre chose aussi que ça permet de faire, c'est d'éviter la partie où on se lance dans une discussion de définition de sur quoi on est. Parce que je dis, je suis pas d'accord avec ton idée, je commence à donner mon argument. Et l'autre dit, mais en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire. Et la discussion déraille, on n'arrive pas vraiment à exprimer nos opinions. Les idées s'échauffent parce qu'on n'a pas la même compréhension des autres, on n'a pas la même conception du point. Partir en disant, voilà ce que moi j'ai compris de ce que tu as dit. Donc, si tout de suite il y avait quelque chose qui m'avait échappé, il peut me dire, ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Et on regarde les choses en même temps. Au lieu de se lancer dans une discussion alors qu'à la base, on ne partait pas on ne se comprenait pas exactement. Le point suivant, qui est de ne pas porter de jugement. Lorsque vous exprimez vos préoccupations, surveillez attentivement votre langage et ne partagez que des faits. Obligé, il faut être factuel. Oui. Comme on a dit, c'est une situation compliquée. C'est une situation délicate, pas facile à aborder. Donc, s'il faut en plus rajouter des jugements de valeur, s'il faut en plus faire des accusations, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. S'il faut dépasser le cadre du factuel, on complique les choses davantage. Il faut vraiment rester sur les faits exclusivement et ne pas en déborder. Alors, moi, j'aimerais revenir dans l'article et les deux experts ont chacun, pour ce point-là, donné des exemples. Et moi, je voudrais répéter leurs exemples. Alors, le premier expert, Joseph Kani, il a conseillé d'éviter les mots de jugement, tels que accoudu, stupide, hâtif. Et même d'éviter tous les adjectifs. Tout ce qui est qualitatif de l'idée, éviter. Juste présenter les faits. Et un exemple qui est donné par l'autre expert, Hollywood, a été de dire, par exemple, au lieu de dire, je pense que la date limite donnée pour le premier trimestre est une date naïve, il peut dire, on a déjà essayé 4 projets de ce type et c'est seulement 2 que nous avons pu respecter un tel laps de temps, mais on a eu des circonstances particulières. Donc, sur la base de ça, j'ai des résistances et j'ai des réserves avec cette date limite. Ça, un fait a été énoncé, le lien de ce fait avec notre situation actuelle est fait, c'est un fait qui explique pourquoi j'ai des doutes. Et après, est-ce qu'on ne doute pas dire non, je pense que cette date-là ne va pas tenir. Là, on vient déjà avec une conclusion. Oui, ça change absolument la conversation. Oui. Déjà, le choix des mots, la façon dont les phrases sont construites, ça change tout dans le message. Et c'est un point hyper important. Un point suivant qui est de... Pas dernier. Oui, le point suivant qui est de rester humble. Insistez sur le fait que vous donnez votre avis, pas la vérité de l'évangile. Et rappelez à la personne qu'il s'agit de votre point de vue, puis invitez-la à la critique. Je trouve que c'est intéressant de dire invitez-la à la critique parce qu'on a commencé en demandant la permission de s'opposer. Donc, on a demandé à notre interlocuteur d'ouvrir la porte à une idée différente. Oui. Et on finit en ouvrant également la porte à son idée à lui
qui pourrait être différente de la nôtre. Donc, ça, vraiment un dialogue dans tous les sens. Hein. Ça va, on se renvoie la balle. Et même si c'est un supérieur hiérarchique, même si c'est un supérieur hiérarchique, c'est quand même un échange d'égal à égal. Oui. Et je trouve que ça favorise quand même la compréhension, une compréhension claire et pleine de la situation et du sujet. Parce que là, vraiment, on pose un cadre qui permet que chacun puisse s'exprimer pleinement sans, disons, contrainte. Parce que, mine de rien, le fait que ce soit votre supérieur hiérarchique que vous vous adressez, ça peut être un petit peu une barrière. On se dit, on n'a pas le même poste, on n'a pas le même niveau dans la boîte. Ça ne facilite pas forcément les échanges pour toutes les personnes. Donc, poser ce cadre-là aussi facilite un peu les échanges, en fait, permet d'oublier un tant soit peu qu'on est supérieur, hiérarchique, subordonné ou voilà. On parle vraiment d'égal à égal, ça facilite l'échange. On a dit, voilà, l'idée reste quand même de rester humble et de rappeler que c'est juste mon opinion. Je ne prétends pas avoir la science infuse, voilà, quoi que ce soit. Mais voilà ce qui m'a sauté aux yeux et je voudrais quand même attirer votre attention dessus pour que on puisse quand même anticiper sur ce qui pourrait dérailler plus tard. Mais dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que j'ai des raisons, est-ce que mes doutes sont infondés? Et voilà. Donc on reste quand même, on ne vient pas en disant, moi je sais déjà que ça va mal se passer. Voilà pourquoi je sais que ça va mal se passer. Le point. Non. Alors le dernier point, c'est de reconnaître l'autorité de notre supérieur hiérarchique. En fin de compte, la personne au pouvoir prendra probablement la décision finale. Alors, reconnaissez-le. La personne au pouvoir prendra la décision finale. Votre supérieur hiérarchique, la dernière décision lui revient. Oui. Vous avez beau ne pas être d'accord, vous avez beau estimer que l'idée est la plus catastrophique du monde, la dernière décision, c'est lui qui la prendra. Donc, même si vous avez discuté d'égal à égal, entre griffes, c'est lui qui prendra cette décision. Et il faut le verbaliser, il faut reconnaître que c'est lui qui la prendra. Il faut lui dire que vous savez que c'est lui qui la prendra, qu'il soit conscient que vous n'avez pas oublié votre place. Je suis désolé, vous avez une place, il a sa place. Oui, et il est le décisionnaire. Donc, il faut le reconnaître. Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement important qu'on reconnaisse que c'est elles qui sont aux commandes, c'est elles qui sont au pouvoir. C'est humain en vrai. Même avant ça, je trouve juste que ça donne beaucoup plus de poids à notre opinion. Oui. Parce que je ne suis pas venue dans l'idée de te faire basculer. J'ai remarqué quelque chose. Je tiens suffisamment à l'entreprise et à ce projet commun pour venir vers toi et t'en parler pour que tu puisses prendre les précautions nécessaires. Ce n'est pas une histoire de je suis pas venue m'opposer à toi pour mon égo. En fait, c'est ça le truc. Parce que quand on vient qu'on s'oppose à un supérieur hiérarchique, il peut avoir en griffe le clash des égos. Oui. Quel que soit nos profils, on a toujours notre ego à nous, notre amour propre. Il y aura forcément ce clash-là. Et c'est ces différentes approches qu'on a avec la manière de parler, les mots qu'on choisit, le ton, notre humilité, choisir le bon moment, partir sur les points communs, reconnaître, valider le point de départ, même peut-être souligner ce qu'on trouve de bien dans l'idée de départ, avant de dire ce sur quoi on a des desserts. Ces petites choses-là, quand même, renforcent que je ne viens pas me poser à toi pour challenger ton autorité. Je ne viens pas me poser à toi pour montrer mon ego, pour montrer que je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, celui qui voit plus non. Je suis venu me poser à toi parce que je vois un problème réel qui pourrait apparaître et j'ai le bien-être de l'équipe, de l'entreprise à cœur. Donc, je préfère qu'on anticipe sur cela plutôt qu'on se retrouve dans les problèmes après. Tu as tout dit, je n'ai rien du tout à rajouter. Rien. On pourrait faire peut-être un récap. Oui, parce que en total, quand même, il faut se rappeler que c'est difficile de s'opposer à un supérieur hiérarchique. Toutes ces petites choses-là, c'est un peu des jeux de diplomatie, on va dire. C'est ça. C'est un peu un petit jeu de cartes de diplomatie. Il faut savoir comment parler, le bon ton, le bon moment, etc., etc. Ça devient beaucoup. Donc, on a une petite liste facile à retenir, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors, nous avons 3 choses à faire. Premièrement, il faut expliquer qu'on a une opinion différente et demander si on peut l'exprimer. Donc,
On ne demande pas la permission d'avoir une opinion et on ne demande pas la permission d'avoir une opinion différente. On dit qu'on a une opinion différente et demande si on peut l'exprimer. Deuxième chose à faire, reformuler le point de vue ou la décision d'origine afin qu'il soit bien clair que vous la comprenez. Donc, dire quelque chose avec ses propres mots et ramener l'idée de départ veut dire qu'on a bien compris l'idée de départ puisqu'on a pu la reformuler. C'est pas répéter bêtement ce que la personne a dit, il faut le dire, mais avec ses propres mots. Et là, ça veut dire qu'on a bien compris. Et la personne est sûre et certaine que ce qu'on a dit, et ce qu'elle a dit, on a bien reçu le message qu'elle voulait faire passer. Et c'est avec le vrai message qu'on a décidé. Troisième chose à faire, il faut parler lentement, parler d'un ton égal et calme qui va favoriser un échange calme. Pas parler avec des émotions, quelque chose qui va ramener des tensions dans la discussion. Et autre chose à ne pas faire. Ok, première chose, comme on l'a déjà dit, pensez que le fait d'être en désaccord va nuire à votre relation ou à votre carrière. Les conséquences sont souvent moins dramatiques qu'on pourrait le penser. Deuxième chose, énoncez votre opinion comme des faits, soyez factuel. Exprimez simplement votre point de vue et soyez ouvert au dialogue. Très important, on l'a précisé également. Dernière chose à ne jamais faire dans ces cas-là, utilisez des mots de jugement. Exemple, votre idée, elle est hâtive, votre idée est stupide. D'ailleurs, je ne vois pas comment vous pouvez dire à votre N+1 que son idée est stupide, mais ok. Non, en fait, ça ne vient pas avec ces mots-là. Peut-être, je donne un exemple. Oui, ça peut être suggéré. Oui, peut-être qu'il a dit, on a peut-être l'idée de refondre une partie, de rénover le hall pour attirer plus les gens, quelque chose comme ça, la façade de la boutique pour attirer plus les gens. Oh, cette couleur que vous avez choisie, non. Il est stupide de penser que juste une rénovation va nous attirer plus de clients. Je n'ai pas dit, oh, toi, ton idée est stupide. J'ai dit, mais il est stupide de penser ça. Oui. C'est une manière indirecte de dire. Donc, oui. Complètement enlever ce mot de ce qu'on a à dire, quelle que soit la manière dont on formule, évite déjà de tomber dans ce piège. Un autre exemple de mot à ne surtout pas dire dans ces cas-là, c'est faux. Dire par exemple que votre manager, votre supérieur ou N+1 comprend mal une situation ou a une conception fausse de ce qui est véritablement. Bref, il y a certains mots qu'il faut éviter. Je pense que vous avez quand même une idée assez claire des mots qu'il faudrait éviter. Tout ce qui pourrait contrarier ou inciter votre N+1 à se sentir dévalorisé ou placé en porte-à-faux. Voilà, il faut éviter tout ça. Oui. Et l'astuce, c'était d'éviter tous les adjectifs. Je pense que... oui. Rien qu'en respectant ça, vous pouvez quand même éviter pas mal de faux pas. Voilà, éviter de qualifier l'idée. Voilà. C'est une idée, point, je dis mes faits et puis on sort de là. Ouais, c'est plus... Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, nous allons vous laisser avec une question. Alors, pour ce sujet, j'aimerais bien entendre nos auditeurs en commentaire pour nous donner leur avis sur la manière idéale dont un supérieur hiérarchique devrait réagir quand on lui exprime un désaccord. Très intéressant ça. Oui, réagissez. Partagez avec nous ce que vous estimez qu'un manager devrait dire, un supérieur, un responsable, N+1, ce que vous voulez. Comment il devrait réagir quand vous lui opposez un avis contraire. Et likez cet épisode parce qu'on sait qu'il vous a plu. Et bien sûr. Et on se retrouve très très bientôt. Excuse-moi, avant qu'on se retrouve, s'il vous plaît, activez la cloche. S'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Sans ça, vous ne savez pas quand les nouveaux épisodes sortent. Soyez sympa. Vas-y. Et on se retrouve très très bientôt pour parler de nouveaux sujets. Oui, avec plaisir. Si vous voulez être sûr de ne pas le rater, activez la cloche comme Emma s'est dit. Et en attendant tout ça, gardez votre esprit d'équipe. Ciao.